Bonsoir à tous. À l'heure où l'on ne jure plus que par le télétravail, les réunions par visioconférence, à une époque où l'usage de l'ordinateur et du smartphone ne cesse d'augmenter, nous allons vous inviter ce soir dans Autrement, non pas à l'abstinence, mais à la sobriété numérique. Cela peut paraître un peu paradoxal par les temps qui courent et pourtant, réduire l'impact environnemental du numérique s'impose de plus en plus comme une évidence. On va tenter de vous montrer pourquoi c'est essentiel. Olivier Vergens, bonsoir. Vous êtes fondateur du tout jeune Institut belge du numérique responsable. Alors une question très simple pour commencer. Être sobre numériquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réfléchir à ses usages, réfléchir surtout à ses achats en équipement, se poser la question de la durée de vie, etc. Donc c'est utiliser le mieux possible, le moins possible. Ouais, et donc ça, on en est loin pour l'instant, vous pensez ? Dans le numérique en particulier, parce que les gens ne sont simplement pas au courant la plupart du temps des impacts que le digital peut avoir sur l'environnement, sur la société. Alors on va donner une idée de l'impact, on va donner aussi des trucs et astuces pour diminuer sa consommation numérique. Jean-Pierre Raskin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école polytechnique à l'Université catholique de Louvain. Il y a vraiment une obligation aujourd'hui, on est face à une augmentation exponentielle de la consommation numérique. Oui, c'est clair, tous les chiffres le montrent. On est aujourd'hui à peu près à 4% des gaz à effet de serre qui sont dus simplement au numérique. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a des objets dans nos mains qui ne consomment que peu d'énergie finalement. Mais pour rendre ce service, donc pour produire la donnée, pour la transporter, pour la stocker, on a besoin d'une infrastructure qui, elle, est extrêmement consommatrice de matériaux et d'énergie. Ouais. 4% des gaz à effet de serre, ça correspond quand même à la quantité de gaz à effet de serre produit par l'aviation. Ouais. Alors pour vous, est-ce qu'il faut plutôt s'attaquer à la production et la manière dont on produit ou plutôt à l'utilisation ou aux deux ? Je pense qu'il faut attaquer les deux, mais je pense que la production est le point de départ et dans beaucoup d'objets électroniques qui nous entourent, l'énergie consommée lors de la production peut correspondre à peu près à 50%, à peu près 45% en réalité pour la plupart des objets qui nous entourent, et pour le smartphone, on est même à 80% de l'énergie qui est consommée lors de la production. Puis après, on ajoute évidemment l'usage. Alors une autre invitée nous a rejoint également, c'est Emma Crac. Bonsoir, vous êtes responsable communication de la coopérative Nubo. Alors vous voyez comme une alternative aux géants du net, donc vous proposez un espace de stockage en ligne et une adresse mail via une coopérative. Mais juste une question avant d'entamer le débat. Vous, personnellement, comment vous l'appliquez, cette sobriété numérique, dans votre vie de tous les jours ? Alors moi personnellement, je fais assez attention à mon utilisation d'Internet. En fait, ça a commencé par une contrainte à la maison où j'avais plus Internet, et en fait je me suis habituée à cette manière de fonctionner. Donc vous l'avez plus du tout, quoi. Plus de net à la maison, ni filaire ni Wi-Fi, quoi. Alors par contre j'ai mon téléphone sur lequel j'ai un nombre de données limité, ce qui me limite du coup aussi dans mon utilisation, notamment des vidéos, ce genre de choses, donc qui amène finalement une sobriété numérique à ce niveau-là. Ouais, et donc tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et j'en passe, vous vous dites non, vous avez dit non à tout ça ? À un moment, j'ai vraiment décidé de me sevrer de me sevrer de ces plateformes-là pour pouvoir me consacrer en fait à d'autres choses. C'est tellement chronophage en fait et ça capture tellement l'attention en fait que on a envie à un moment d'arrêter et de se consacrer à autre chose, quoi. Et qu'est-ce que vous en retirez ? Ça fait à peu près 1 an, c'est ça que vous êtes dans cette démarche ? Oui. Un peu plus longtemps même ou... À peu près 1 an, oui. Ouais, c'est ça. et qu'est-ce que vous en retirez dans votre vie de tous les jours ? Moi, dans ma vie de tous les jours, je gagne énormément de temps, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup plus de temps à consacrer à mes amis, à mes activités, peut-être à mon travail aussi. Mais surtout, j'ai l'impression que ça donne aussi une sorte de repos aussi mental, de ne pas être constamment dans des flux d'informations auxquels finalement dont on ne retient pas grand-chose aussi, qu'on subit un petit peu. Oui. Alors justement, Jean-Pierre Raskin, par rapport à ça, à quoi il faut faire attention ? Est-ce qu'il faut effectivement éviter cet aspect chronophage du doigt qui fait défiler toute une série d'informations pas vraiment essentielles sur les réseaux sociaux Ça me semble assez évident. Effectivement, il y a beaucoup quand même maintenant d'articles scientifiques qui montrent clairement l'impact négatif sur la santé mentale des gens.
sur des burn-out sont liés à cet afflux d'informations continues, le manque d'attention, le manque aussi de problèmes d'insomnie. Donc, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est le streaming ou alors c'est vraiment y aller de manière compulsive sur ces réseaux sociaux? Moi, je pense qu'il faut vraiment utiliser ça comme un outil. Je pense que l'Internet, les données qui circulent sur Internet, c'est une opportunité incroyable. Incroyable. On peut aller chercher de l'information, on peut s'instruire, on peut faciliter son quotidien, mais il y a tout un ensemble d'applications, de pièges qui sont là sur l'Internet, auxquels, évidemment, le consommateur doit prendre garde. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ouais, alors, on parle de pièges, Olivier Verguen. C'est quoi? C'est par exemple l'autoplay, c'est la vidéo qui se met en route directement, même si on ne la sollicite pas. C'est les push aussi, on appelle ça des notifications qui vous poussent à aller voir vers votre application. C'est ça, tous ces pièges, selon vous? Oui, alors du côté des pièges, il y a deux aspects. Il y a le piège psychologique et effectivement, toutes ces applications sont faites pour capturer le plus possible l'attention et pour devenir addictives réellement. Et à côté de ça, il y a le piège environnemental qui va avec. Vous parliez par exemple du démarrage automatique des vidéos. Typiquement, c'est ça qui va augmenter la facture, la facture environnementale du simple fait de regarder son flux Facebook par exemple. Donc oui, c'est quelque part un double piège, mais c'est très difficile d'y échapper aussi. Ne fût-ce pas, si on veut faire connaître son activité, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux, donc de s'y connecter, donc on se laisse piéger quelque part, c'est très difficile. Oui, on est effectivement face à parfois des obligations et donc on est pris dans une spirale. C'est très compliqué, on ne va pas culpabiliser ici l'utilisateur, mais c'est à un moment donné très compliqué de se passer de ce genre d'outils. Tout à fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas culpabiliser le consommateur. Je pense qu'il y a une responsabilisation quand même à définir pour le consommateur, mais il y a le producteur, il y a les opérateurs. Donc je pense que la responsabilité se trouve à de multiples niveaux. Je pense que le politique pourrait aussi légiférer, il pourrait aussi... j'aimais bien quand tu disais qu'effectivement, je me suis limité. J'avais un abonnement limité, donc automatiquement, on réfléchit à ses usages. Aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des opérateurs, ils proposent des abonnements illimités. Déjà, le terme illimité dans une offre ne devrait même pas être acceptable. On sait qu'on vit sur une terre limitée. Comment on peut aujourd'hui faire croire au consommateur qu'on va lui donner une offre illimitée? Je pense que là, il y a une aberration totale. Ouais. Alors, Emma Crac, par rapport à ça, vous, en proposant cette alternative aux grosses multinationales du net, en proposant ces espaces de stockage en ligne ou alors la création d'une adresse mail différente des Gmail, par exemple, ou des Outlook, en quoi vous avez l'impression que ça concourt à une certaine sobriété numérique? Alors, de plusieurs manières, en fait. Déjà, au niveau de notre infrastructure matérielle et logicielle, on essaie d'être assez sobre, on récupère du matériel, etc. Mais surtout, dans les services, par exemple, on offre donc un service très simple, le cloud, le mail. On essaie d'avoir, par exemple, des prix dégressifs très légers, mais pas non plus énormes pour ne pas inciter les utilisateurs à prendre des volumes énormes de stockage. Par exemple, on conseille généralement les gens... si vous avez un document que vous consultez moins de 2 fois par an, alors ça ne vaut pas la peine de le stocker en ligne, par exemple. Vous pouvez le garder sur un disque dur ou autre. Ouais, alors prenons justement cet aspect. Effectivement, il y a toute une série de choses qu'on stocke, qu'on n'a peut-être pas besoin de garder comme ça, de mise à disposition. Il y a un tri qui doit s'opérer pour éviter effectivement de surcharger ces clouds qui après entraînent de la consommation d'énergie dans des data centers. Le premier tri doit se faire avant l'envoi même des données vers le cloud. Trier une fois qu'on a déjà amené dans le cloud, en fait, on a perdu une grosse partie du gain potentiel. Le simple fait de transférer une donnée consomme à peu près autant d'énergie que 1 à 2 ans de stockage en moyenne. Donc, si vous faites des photos, par exemple, en journée avec votre smartphone, assurez-vous de ne pas avoir un stockage automatique des photos encore en 4G, effacez les photos que vous avez ratées, que vous ne souhaitez pas garder, etc., de façon à ce que quand vous rentrez, vous allez les stocker en Wi-Fi, ce qui consomme aussi 2 à 3 fois moins, et vous n'allez pas transférer ces photos que vous allez de toute façon effacer sinon par après. Donc, le premier tri commence là. Le deuxième tri, effectivement, c'est dans les données qu'on a déjà stockées. Ça vaut toujours la peine de nettoyer, certainement. Maintenant, c'est une action relativement lourde en chronophage, tout simplement, et avec un avantage environnemental proportionnellement moindre à d'autres actions. Ça vaut la peine de le faire, mais ça n'est certainement pas la première action. La toute première action va toujours être orientée sur les équipements.
Alors justement, par rapport à ça, on voit que tout nous pousse aujourd'hui, en tout cas, dans la manière dont les offres sont présentées. On dit même un stockage gratuit. Chez vous, c'est payant, même si le tarif est assez faible, on dit de stockage gratuit. Or, on se rend bien compte que rien n'est gratuit dans ce système. Rien n'est gratuit et c'est l'illusion qu'on veut apporter comme ça aux consommateurs. On a l'impression que tout est transparent, tout est facile, tout est agile, tout est modulable à souhait. Mais derrière ça, il existe vraiment une réalité matérielle et énergétique. Je pense que les exemples qu'Olivier donnait sont très, très marquants. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte la quantité d'énergie quand on crée une donnée pour la déplacer dans un stockage. Cette partie du maillon est extrêmement consommateur d'énergie. On devrait vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il y a un cycle de vie de la donnée. Et que le cycle de vie de la donnée, la meilleure donnée, c'est celle qu'on ne crée pas, celle qui est tout à fait inutile. Et c'est hallucinant, les terabytes de données qui existent dans le cloud, qui ne sont jamais consultées. Et c'est là, le drame. Oui, en même temps, c'est une discipline. Quand vous dites faut effectivement faire le tri avant même d'envoyer dans le cloud, ça demande vraiment une discipline quasiment au jour le jour, on va dire ça comme ça. Ah oui, idéalement oui, mais c'est un petit peu comme pour les déchets. On n'avait pas l'habitude de trier ces PMC, etc. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'habituel pour la grande majorité de la population, simplement parce qu'on a été correctement informé, on comprend l'utilité. Parfois, on se pose peut-être des questions sur l'utilité, ça c'est une autre discussion, mais le simple fait d'avoir cette information permet de prendre des choix, de poser des choix et d'agir en fonction de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Ici, le problème, c'est que la population n'est globalement pas informée. Je reprends l'exemple des photos. Vous avez un mode photo où lorsque vous faites la photo, en réalité, il va faire un microfilm et il va garder tout ce film et il va envoyer tout sur le cloud. Ça va prendre nettement plus de données que de faire vous allez transférer beaucoup plus de données qu'en faisant une simple photo. Et si vous faites une simple photo, vous avez encore plusieurs niveaux de définition possibles. Et est-ce que vous avez besoin d'une photo en 4K pour un simple souvenir de vacances, par exemple, si c'est pas pour aller en faire un grand agrandissement. Et c'est toutes ces informations-là qu'on ne donne pas au public, ils n'ont pas les outils en main pour faire les choix corrects. Ouais. Alors si vous le voulez bien, on va continuer la conversation dans un instant, mais on va faire la connaissance de Virginie, qui est une habitante de Haronne, qui s'inscrit depuis quelques années dans une démarche de sobriété numérique. Alors petit à petit, car elle l'avoue, et on l'a bien constaté, c'est pas toujours simple. Elle a encore un smartphone, mais elle a opté pour un modèle éthique. Elle a encore Facebook, mais uniquement sur l'ordinateur, essentiellement pour être au courant des événements. Elle a opté aussi pour un logiciel libre. Elle n'utilise plus Google comme moteur de recherche. Pas à pas, donc, elle change son mode de consommation du numérique. Et elle tente aussi de convaincre ses proches. Écoutez, là, c'est pas simple non plus. C'est un processus assez lent, en fait. À expliquer à mes proches, au début, je parlais en disant qu'il y avait des alternatives à tout, et puis ils me disaient oui, mais une alternative à Facebook, il y a personne qui est sur d'autres, sur Connecté par exemple. Mais après, quand je commence à parler des valeurs qu'il y a derrière ces entreprises, et quand je demande à mes proches, est-ce que vous faites confiance à Facebook ? Là, ils commencent à réfléchir. Et en fait, plus tard, j'ai eu le cas avec mon frère, à un moment donné, il a dit, écoute, moi aussi j'ai envie de changer de mail, de plus être sur Gmail. Qu'est-ce que tu as comme alternative ? Qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Donc, oui, c'est un chemin qu'il faut faire pas à pas. Je pense qu'il ne faut pas virer tout d'un coup, mais c'est tout à fait possible pour tout le monde, quoi. Alors Emma, on voit que vous êtes dans une démarche aussi un peu plus radicale encore que celle de Virginie de sobriété numérique. Est-ce que c'est compris par les gens qui vous entourent, ou quand vous devez l'expliquer à un kidam, est-ce que c'est compris cette démarche-là ? C'est vrai nous, on a l'habitude de parler de ces choses-là, on peut avoir un public assez niche qui est très conscientisé. Oui, vous parlez parfois à des convaincus, mais quand vous parlez à des gens qui l'utilisent très régulièrement, tous ces grands réseaux sociaux, est-ce que vous avez l'impression d'être comprise ? Non, en effet, il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire sur ces questions. Je dirais que l'aspect principal, en fait, pour nous aussi chez Nubo, c'est celui de la vie privée, en fait. Parce qu'on parle de données, etc. On parle d'énormément de données qui circulent. Il faut savoir que les grandes entreprises nécessitent en fait la multiplication de ces données, leur utilisation, leur multiplication, parce que tout leur modèle économique est basé sur l'extraction de ces données
pour faire des prévisions sur le donc un modèle comportement. économique qui est aussi énergivore, quoi. Qui est extrêmement Ouais. énergivore, oui, parce que ça se fait à une échelle monumentale, en fait. Donc, en fait, c'est aussi sensibiliser les gens au fait que, par exemple, on parlait de la gratuité. Lorsqu'on a il y a un vieil adage qu'on aime bien reprendre, qui est que lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit, en fait. Mhm. Et donc, il faut savoir que quand on fait l'utilisation de ces services gratuits, Gmail et compagnie, en fait, on donne quelque chose qu'on ne conçoit pas tout de suite, parce que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas forcément matériel, mais c'est notre vie privée et nos comportements, en fait. Oui, c'est ce que disait Jean-Pierre Raskin. Alors, par rapport à la responsabilité de ces producteurs de contenu, vous parlez de législation à un moment donné. Vous souhaiteriez quoi pour un peu les corseter ou empêcher que ce soit exponentiel? Je pense déjà interdire ce type d'offre illimitée, donc, comme je le mentionnais précédemment. Je pense qu'il faut aussi une certaine transparence. Donc, on parle beaucoup de logiciels libres. Je pense qu'on doit s'étendre aussi au hardware libre, donc d'avoir des objets où on a cette capacité de pouvoir le réparer, de pouvoir lui donner une vie, d'étendre sa vie. Donc, il y a plein de choses que le législatif peut mettre en place pour forcer un ensemble d'entreprises qui aujourd'hui font un peu ce qu'elles veulent. On est vraiment dans un système où la technologie est poussée vers le consommateur. Le consommateur est face à cette technologie qu'il ne comprend pas toujours. Ouais. Et c'est ce mur qui se dresse. On ne peut plus s'approprier cette technologie. Et je pense que les exemples qui sont donnés ici, c'est des gens qui ont décidé de dire non, je veux que la technologie soit un outil qui va me faciliter la vie, mais je ne veux pas en être dépendant. Ouais. Mais est-ce que vous allez jusqu'à remettre en cause, à un moment donné, la nécessité de cette amélioration technologique? On parle effectivement de smartphones qui sont renouvelés tous les ans, voire tous les 2 ans, voire plus court encore, ou alors de tous ces objets connectés qu'on nous promet dans l'avenir. Vous dites attention, regardons bien à ce que ça va consommer avant de les rendre publics et accessibles à tout le monde. Effectivement, il y a plusieurs aspects. Le point à vraiment répéter, je pense, c'était un des tout premiers points de Jean-Pierre, qui était le fait que les équipements ont entre 50 et 80% de l'impact juste déjà à leur fabrication. Donc il faut trouver le moyen d'étendre la durée de vie. Et typiquement, si on parle de législatif par rapport à ça, dans le cadre des smartphones avec un abonnement, c'est vraiment un piège, en fait, parce qu'on a tendance à racheter des smartphones beaucoup plus vite plutôt que d'essayer d'étendre la durée de vie. Les questions qui vont autour de ça sont de nouveau des questions d'usage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut interdire ou pas? C'est un débat de société. Est-ce que la 5G, et je ne parle pas des aspects sanitaires, mais est-ce qu'on doit partir vers un déploiement massif de la 5G juste parce qu'elle existe? Ou est-ce qu'on doit se poser un petit peu, prendre le temps du questionnement de la société qu'on veut pour le futur? Et à ce moment-là viennent toute une série d'autres questions, potentiellement législatives, effectivement. Oui, alors justement, par rapport à la 5G, on ne va pas entamer un débat ici sur la 5G parce que sinon on en aurait pour des heures, mais par rapport à l'aspect énergétique, est-ce que ça va consommer? D'abord, ça nécessite le remplacement de tout le parc des smartphones et puis on dit que ça va consommer énormément d'énergie. Vous avez l'impression, vous, qu'il faut prendre des précautions ou en tout cas qu'il y ait ce débat public avant l'instauration de cette technologie? La 5G est un peu une technologie un peu symbole. Elle arrive à un moment où un ensemble de crises nous submerge et la 5G est un petit peu la technologie mise sur scène. Et à juste titre, donc c'est une technologie qui devrait être critiquée, qui est critiquée, et les autres technologies mais qui peut être utile aussi. Et bien sûr. Donc comme toute technologie, je pense que si on fait l'analyse la plus honnête, sincère possible, avec une analyse avec un périmètre le plus large possible, on verra que toute technologie a des avantages, des intérêts. Mais elle a aussi tout son revers, donc son côté négatif. Et c'est ça, moi, je trouve la grande difficulté aujourd'hui, c'est quand on voit le discours de certains industriels, le discours de certains scientifiques, voire aussi de politiques, c'est qu'on parle de l'innovation, on ne parle que des gagnants. On ne parle que des effets positifs de cette technologie. Et ces effets, après, ils doivent être quantifiés, relativisés. Mais malheureusement, je n'entends jamais personne parler vraiment qui vont être les perdants, quelles vont être les difficultés, quels sont les effets un peu rebonds qui risquent d'arriver et les impacts alors sociétals et environnementaux qui vont les accompagner. Alors justement, vous parlez de l'effet rebond et c'est vrai qu'on présente souvent ces avancées technologiques comme un remède miracle pour réduire l'empreinte énergétique de notre consommation numérique, mais c'est un modèle que beaucoup de scientifiques remettent en cause aujourd'hui car ils se heurtent à ce qu'ils appellent
l'effet rebond. Alors si vous vous demandez ce qu'est cet effet rebond, voici une petite explication tout de suite de David Boll, qui est professeur à l'École polytechnique de Louvain. L'effet rebond nous dit que si on rend une technologie plus efficace, donc moins consommatrice d'énergie, moins consommatrice de ressources, on va avoir tendance à en utiliser plus de par le fait qu'elle est plus abordable et finalement avoir un impact absolu qui est plus important en termes de consommation de ressources et d'énergie. Donc un exemple typique d'effet rebond est lié à la capacité de transfert de données via le réseau Internet filaire et sans fil également, qui fait que si on rend possible un trafic plus important, les usages vont augmenter et les gens vont avoir tendance à consommer plus de données. Et ceci s'illustre tout à fait par l'accroissement de la résolution des vidéos qu'on regarde en ligne, qui était au départ en basse définition. Aujourd'hui, c'est en haute définition et on monte vers le 4K. Voilà, c'est une interview qui a été réalisée donc pour le lancement de votre Institut belge du numérique responsable. Alors, on parlait de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, selon vous, maintenant, pour conscientiser le grand public ? Ça, c'est une grande question. Il y a énormément d'aspects à travailler. Il y a simplement des ateliers, des campagnes de communication. Il y a aussi le fait d'aller trouver les gens dans leur entreprise, parce qu'une grosse partie de leur empreinte digitale vient à travers leur travail en entreprise. Et probablement que c'est aussi l'endroit où c'est plus facile. Je dis entreprise, ça peut être service public, etc., au bureau de façon générale. Et là, vous sentez qu'il y a vraiment là-dessus une prise de conscience aujourd'hui, puisque finalement, l'énergie, c'est de l'argent, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, l'aspect énergétique pur de l'utilisation du digital est marginal par rapport aux autres aspects énergétiques. Si vous chauffez votre bâtiment, si vous avez à côté de ça les transports, etc., l'énergie immédiate d'une entreprise est très peu impactée par son informatique, sauf si elle travaille avec un gros data center. Mais sinon, un ordinateur, ça consomme relativement peu. Par contre, lorsqu'on commence à prendre la mesure de leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs autres impacts, à ce moment-là, effectivement, tout d'un coup, ils commencent à se réveiller. Et pour ça, l'Europe est occupée à changer la façon dont on mesure les choses. Aujourd'hui, lorsqu'on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise, on ne tient pas compte des 3/4 de son impact informatique et on est occupé à voir comment changer ça pour que justement ça ne puisse plus être un problème délaissé sur le côté. Ouais. Alors on parlait effectivement de cette responsabilisation à avoir et de l'action des pouvoirs publics. Vous trouvez que pour l'instant, ce qui est mis en place, est-ce qu'on va dans le bon sens ou on est totalement dans l'insuffisance par rapport à cette sensibilisation ? Je pense qu'on est dans l'insuffisance. Vu l'urgence, vu l'importance du sujet, je pense qu'un exemple, c'est le Green Deal européen. C'est cet argent qui va être investi au niveau de l'Europe. Et ils font l'association directe. Un monde plus digital égale un monde plus vert. Je pense que le raccourci est vraiment fallacieux. Et donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas assez d'investissement dans tout ça. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il y a quand même un éveil, pour être très positif. Il y a un éveil au niveau des jeunes, des étudiants, au niveau aussi des entreprises, comme Olivier le soulignait. Vous le sentez chez vos étudiants ? Ah oui, ça c'est clair. C'est clair, il y a un vrai besoin, une vraie demande de donner du sens un petit peu à leurs études d'ingénieur. Mais au-delà de ça, on a besoin de financer des travaux où on peut mettre plusieurs disciplines ensemble pour avoir cette réflexion commune, cette vision holistique pour faire face à ces crises systémiques. Et ça manque par contre cruellement. Et donc là, il faut accélérer un petit peu ces travaux systémiques au sein des universités, entre autres, et des entreprises, de pouvoir dialoguer entre différentes disciplines pour arriver à des solutions plus durables. Ouais. Alors Jean-Pierre Asquin parlait de cet éveil et de cette sensibilisation de toute une partie de la population. Vous qui êtes au cœur, vous êtes sur le terrain, est-ce que vous sentez qu'on est encore dans un marché de niche par rapport à cette réflexion ou qu'il y a vraiment que ça s'étend ? Moi j'ai l'impression que ça s'étend. Je sens que beaucoup de gens sont concernés en fait. Enfin, on est tous concernés et les gens se rendent compte de ça. Donc il y a un éveil à mon avis, c'est sûr. Après, en effet, il ne suffit pas d'avoir juste une critique, de dénoncer, il faut pouvoir proposer quelque chose. Ouais. En effet. Mais en même temps, comment existez, vous, Nubo, par rapport à des géants comme tous ceux qui existent sur le marché aujourd'hui ? Pour le moment, évidemment, c'est relativement petit. En même temps, nous, on revendique en fait, de travailler à cette échelle humaine, de faire un projet local. Le numérique, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mondial, énorme, etc. Ça peut être quelque chose qui existe à une petite échelle. Et ce qui permet aussi d'avoir des échanges avec les coopérateurs, d'avoir une communauté en fait, de gens qui réfléchissent ensemble à ces enjeux, qui s'entraident aussi sur les questions techniques, parce que parfois
c'est intéressant de mettre la main à la pâte, notamment avec les logiciels libres, qui exigent parfois d'être un petit peu plus... de mettre la main à la pâte, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de promouvoir, et tout ça pour que les gens aient confiance en fait dans ces outils, de par la transparence en fait des modèles de gouvernance qu'on propose, donc la coopérative, et des logiciels libres qu'on utilise. En fait. Ouais, vous pensez, Olivier Vergens, qu'on va vers une extension de ce type de service, on va l'appeler ça comme ça, hein. Donc, C'est oui, non seulement de ce type de service, mais de toute une série d'acteurs. Et on voit ici, par exemple, en région de Bruxelles-Capitale, les ministères, par exemple le ministère de la Transition, justement, regarde tous ces aspects numériques, c'est nouveau. Il y a vraiment un soutien de leur part. On a la même chose en Wallonie. Et donc, les entreprises commencent à avoir des offres et à être encouragées par le public à amener ces offres. Et c'est là où nous, avec l'Institut, on va essayer de structurer de façon à ce que tout le monde connaisse ces offres. Parce que pour l'instant, c'est très, très morcelé. Merci en tout cas d'être venu nous éveiller, hein, chacun à votre manière sur notre plateau. J'espère qu'on vous aura appris un tout petit peu à prendre conscience de finalement de l'énergie que vous pouvez dépenser lorsque vous effectuez des recherches numériques ou lorsque vous avez parfois un comportement compulsif. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première émission masquée qui nous est imposée par les précautions sanitaires. Merci vous aussi de vous être prêtés au jeu. Autrement, c'est terminé pour cette semaine. Très bonne soirée à tous.